Tu me parlais du petit village. Il y a une chose que je Oui, veux oui. savoir. Ton violon, est-ce que tu l'as pris avec toi? Oui, c'est la seule chose. Oui, la seule chose que j'ai pris avec moi, c'est le violon et une valise donc pour tout le monde. C'était la Le- chose le- la plus précieuse en plus, ah, non? pour moi, oui, le violon était avec moi, oui. Et je m'appelle, à propos du violon, mes parents l'avaient acheté, donc c'était un bon, pas c'était mon deuxième violon, qui était un très bon violon. C'était pas un Stradivarius. Non, mais il y a le marqué à l'intérieur, je l'ai toujours. Mais ce violon a coûté, à ce moment-là, je m'appelle, a coûté 3000 francs belges, qui était beaucoup d'argent. Parce que le loyer que nous payions, je me rappelle, était 200 francs belges par mois. Et 3000, ça faisait, je fais toujours le compte, environ 15 mois de loyer. Et c'était un très très bon violon, un violon, je me Ils ont fait un souviens. bon sacrifice alors. Oui, mais ils sont beaucoup sacrifiés, comme je pense tous les parents pour les enfants, parce qu'ils étaient de conditions quand même très très moyennes, travaillant très 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 dur pour joindre les deux bouts. Retournons à Touille. Oui. Donc quand nous sommes arrivés à Touille, comme je disais, les célibataires, les célibataires, c'était beaucoup, je m'appelle, des juifs autrichiens qui avaient émigré d'Autriche, émigré, non, qu'on avait sortir de force en 1938 d'Autriche en Belgique. Parce que l'Autriche était déjà occupée par les Allemands. Et il y avait beaucoup de réfugiés autrichiens, que j'ai connu plusieurs. Et ils étaient donc, eux, on a mis dans une école à Touille, une école qui était vide parce que les vacances avaient déjà commencé, les vacances d'été, je pense. Pardon. Et nous avait mis dans une vieille maison de pierre abandonnée. Et au deuxième étage, c'était humide. Je me rappelle, les champignons poussaient sur les murs. Des champignons. Et enfin, les autorités françaises nous ont mis là. Et donc mes parents et moi. Et à chaque autre étage, il y avait des autres familles qu'on avait mis. Et en bas, c'était des Français qui habitaient. Une famille française, je m'appelle toujours une jeune dame dont le mari était dans l'armée française, se battait donc contre les Allemands. Ça, je me souviens. Et Et à tout, vous étiez tous les quatre dans une chambre seulement. euh, euh, une chambre, exactement, exactement, une chambre. Il y avait des petits lits, enfin des petits machins en bois. On se débrouillait comme on peut. Une grande chambre, exactement. Et il n'y avait pas de salle de bain, naturellement. C'était en bas les toilettes commun pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'on faisait à Touille? À Touille, c'était la campagne, tout des petits cultivateurs à Touille. Et les autorités ne nous aidaient pas. On avait un peu d'argent, alors il y avait les petites épiceries, on achetait des choses pour manger. Et je me souviens, il y avait un ruisseau qui s'appelait la Garonne, je me rappelle. Et je me baignais un peu là, et par hasard, je me rappelle au-dessous d'un rocher, je me souviens toujours, j'ai mis ma main, j'ai senti quelque chose, c'était un poisson. Et tous les jours, j'allais à la pêche. Et j'attrapais des poissons que... Sans ligne, avec la main. Oui, avec la main, c'était des barbeaux, des poissons qui faisaient quand même près d'un kilo, des poissons assez. Et en dessous des rochers, ils étaient je ne pourrais pas dire bande, mais en école. Une école. Ils étaient à 3-4 et mon père m'aidait et j'avais un sac en jute attaché autour. Et la rivière, là, n'était pas très haute. Elle m'arrivait, je crois, à peu près en dessous du menton. Donc, mais pour me baisser, notamment, j'allais en dessous de l'eau et j'attrapais les poissons et on avait de quoi manger. Et j'avais assez de poissons pour en vendre dans le petit village à côté, dans un petit restaurant qui nous permettait d'avoir un peu d'argent pour... ça, je me souviens. Et chez les paysans, on achetait un peu de pommes de terre, mais tout était déjà rationné à ce moment-là. Et
mais nous ne sommes pas restés longtemps. Il y avait beaucoup des familles belges, naturellement, que nous connaissions de Belgique, qui étaient dans le village, habitaient comme nous. Et nous sommes restés, je crois, donc ça c'était en mai, jusqu'au mois d'août, septembre, nous sommes restés là, quelques mois. Et les gendarmes venaient, je me rappelle, une fois par semaine, les gendarmes français, pour voir si nous étions toujours là. Et ils n'avaient pas d'ordre quoi faire avec nous. Et je crois qu'au mois de juillet, au mois d'août, non, je répète, mai, juin, juillet, août, au mois de septembre, ils sont venus avec des camions et on nous a tous pris. On nous a tous pris pour nous amener dans un camp près de Gaillac, qui n'est pas très loin de là. Gaillac, d'après moi, serait environ à... C'était dans le Tarn, un autre département, peut-être 100-120 km, pas plus. De quoi? De Toulouse? De Touille, oui. Et on nous a amenés dans un camp, pour nous, un camp qui s'appelait le camp de Brens. C'est Comment ça s'appelle, Brens? B-R-E-N-S. Donc dans le département du Tarn, comme j'ai dit, et près de la ville de Gaillac. Gaillac, c'est une ville assez connue. Gaillac, G-A-I-L-L-A-C. Gaillac, oui. Et dans le camp, on nous a mis par famille dans des baraques. Donc mon père, ma mère, ma soeur et moi, on était dans la même baraque, un à côté de l'autre. Ils avaient construit en bois deux étages avec un paillasson. Donc, Des lits? Des lits de un deux paillasson, pas de lit, non. C'était du bois avec un paillasson, oui. Et à côté de nous, il y avait une autre famille que je suis devenu très ami avec la jeune fille, une famille qui s'appelait Motz, M-O-T-Z, qui... ils sont restés avec... C'était nos voisins, le père, la mère, la fille. Et dans chaque baraque, nous étions, d'après moi, nous étions environ une cinquantaine de personnes, je crois, une cinquantaine. Et il y avait une baraque qui était, je dois dire, assez propre. C'était un grand camp? Non, pas très grand. Il y avait peut-être, d'après moi, je crois, 2000 personnes. Il y avait des fils barbelés? Non, c'était un camp. C'était au début, il ne faut pas oublier, c'était en 40. Donc il n'y avait pas encore... Nous étions sous les ordres de Vichy, Vichy, le gouvernement pro-allemand. Et il n'y avait pas encore d'ordre. Ils nous laissaient... Pendant le jour, on pouvait même sortir du camp. Alors on allait dans la ville de Gaillac. Moi, j'allais dans la campagne pour essayer d'acheter des œufs chez les paysans parce que le manger était très inadéquat. Il n'y avait pas assez de manger. Et le manger ne se passait pas dans la baraque, mais il y avait une grande salle. On venait, on nous servait un peu à manger, ce n'était pas assez, mais on ne mourait pas de faim là, dans ce camp, pas du tout. Il fallait payer pour se manger ou quoi? Non, pas du tout. C'était gratuit? C'était gratuit, oui. C'était un camp de... Oui. C'était gratuit. Et personnellement, le chef du camp, qui est un Français, j'ai oublié le nom, une grande barbe noire, très mince, il m'a pris beaucoup en estime, il m'a pris à moi à cause du violon. Parce que comme tous les jours, j'allais dans une baraque qui était inhabitée, parce que le camp n'était pas plein. Et je m'entraînais, je pratiquais donc ce que je pouvais. Et un jour, il est rentré dans la baraque, il m'a entendu et il a été très gentil avec moi. Il m'a questionné, tu as fait des études? Et je lui ai dit oui, au conservatoire de Bruxelles et tout, et que je vous pense en faire ma carrière. Et il dit, tu sais qu'ici, il y a un conservatoire à Toulouse, pas très loin d'ici. Je dis, oui, je sais. Il dit, est-ce que tu voudrais aller au conservatoire? Je dis, ce serait incroyable si je pourrais. Et il a tout fait pour me faire entrer au conservatoire. Et donc, c'était
pour moi, personnellement, il était très gentil, mais je n'ai jamais entendu qu'il a fait du mal aux autres gens, pas du tout. C'était plutôt un camp de rassemblement. Et c'était pourtant surtout un camp, je crois, provisoire, ce qui va être prouvé par après. Et Comment tu es allé de ce camp de Braine à Toulouse? eh bien, il y avait le train et il m'a donné un permis. Un permis que je pouvais circuler une fois par semaine, ou le mercredi ou le vendredi à Toulouse. Et je prenais le train le matin très tôt et j'allais à Toulouse, j'allais de suite au conservatoire et je prenais des cours donc avec un des professeurs dans la classe de violon. Et le soir, je rentrais au camp. Tu n'as pas essayé de t'évader? Je pouvais, j'avais l'occasion, mais je ne voulais pas abandonner naturellement mon père, ma mère, ma sœur. Parlant de ton père et ta mère, est-ce qu'ils parlaient le français? Oui, il parlait le français, oui, oui, il parlait. Oui, il parlait le français. Correctement. Oui, correctement, avec un grand accent polonais, juif polonais, mais oui, il le parlait naturellement. Et mon père était obligé, dans la profession, il avait le petit magasin, les clients c'était des Belges, il devait parler en français naturellement. Et donc je suis resté dans ce camp, nous sommes restés, je crois, 4 mois, pas plus. Donc c'était non, même pas, je crois jusqu'en novembre. C'était une vie austère. Pardon? C'est une vie austère, non? À quel point de vue? Au point de vue, vous étiez dans un camp, vous n'étiez pas en liberté Non, liberté, la liberté, c'était fini. Il y avait des lois, non? Ah oui, il y avait des lois. Et après, on ne pouvait plus sortir du camp. Au début, on nous laissait sortir, mais après, on nous laissait... Et je crois que j'étais un des rares qui allait encore au conservatoire et je revenais. Qui est-ce qui vous gardait? Il y avait des gardes. La police française? La police française, la police de Vichy. Par un jour, je me souviens maintenant, je suis revenu et j'ai dit à mes parents, il faut absolument que nous évadons de ce camp. Maintenant, ça me revient. Que nous évadons de ce camp pour aller... Et j'avais trouvé au conservatoire de quelqu'un il connaissait mon cas, que je venais d'un camp. Il ne savait même pas ce que c'était un camp parce que c'était en 40, les Français ne connaissaient pas ça encore. Et il m'a donné l'adresse d'un petit village. Il dit, si tu peux t'évader là, le maire du village, je ne me rappelle pas le nom, il nous connaît très bien et peut-être tu pourras rester là-bas. Il savait que tu étais juif? Oui. Et je me rappelle, je suis revenu très excité, excited, mais on a décidé de partir. Et nous nous sommes enfuis du camp, mon père, ma mère, ma soeur, les 4. Nous sommes partis, on a pris, ce qui n'était pas difficile, on n'avait pas le droit de sortir, mais et je crois que le directeur du camp de Brenz, qui m'avait beaucoup en estime à cause je me rappelle qu'il est de la musique, il savait qu'ils ont, je crois, fermé les yeux. Je me rappelle, on était à la gare, on a pris le train, on est arrivé dans ce village, on a pris le train, je me rappelle, très tôt le matin. Et quand on est arrivé dans ce village, on a été voir le maire du village, lui disant que je connais, j'ai oublié le nom, telle et telle personne. Et je lui ai raconté, et il a dit, non, ici vous ne pouvez pas rester, il n'y a pas moyen, parce que les gendarmes viennent, ils vont vous ramasser, et si vous ramassent, ils vont vous mettre dans un mauvais camp qui s'appelle le camp de Gurs. G-U-R-S? G-U-R-S. Et je sais que c'est un très mauvais camp, c'est un camp, il y a beaucoup d'Espagnols depuis la guerre civile en Espagne. C'était, je crois, les républicains qui s'étaient échappés. Et en France, on les a mis dans ce camp. Et le maire m'a dit, c'est un très mauvais camp, les gens meurent beaucoup. Et alors nous, apeurés, on était déjà hors du camp, on a fait demi-route, on a repris le train,
nous sommes retournés au camp de Brenz. Nous sommes retournés au camp de Brenz. Et si je me souviens bien, 2-3 jours plus tard, nous sommes retournés donc au camp de Brenz pour éviter d'aller au camp de Gurs. 2-3 jours plus tard, quand nous sommes revenus au camp de Brenz, les camions sont arrivés, pas mal de camions, et on a pris, les familles, on a pris et on les a amenés, où ça? Au camp de Gurs. 3 jours plus tard. Il y avait combien de gens, combien de personnes Nous, il y avait, je crois, un millier de personnes qu'on a amenées au camp à Gurs. Et l'autre millier, je crois que c'était un camp qu'avant, on a amené beaucoup de gens à Saint-Cyprien, qui était au sud, près de Marseille, au sud de la France. Et un autre camp de Riversal. Il a été dispersé en plusieurs... les 2000 personnes ont été acheminées dans plusieurs camps différents. Mais nous, on a eu la chance d'être amenés à Gurs, qui, je vais parler du camp de Gurs, qui était un camp très, très mauvais. On est arrivé là-bas et de suite... Tu dis de la chance. Oui, je dis la chance parce que 3 jours avant... Nous sommes repartis du village pour ne pas être amenés au camp de Gurs. Et 3 jours plus tard, c'est là qu'on nous a amenés. C'est la destinée, je pense. Et arrivés au camp de Gurs, les femmes ont été séparées des hommes. On les a mis dans des on appelait ça des... Le camp était divisé en îlots. Des îlots, ça allait de A, je crois, à Z. Donc, il y avait, je crois, 26, 27 îlots. Et chaque îlot avait, je crois, si je me souviens bien, à peu près environ 20 ou 30 baraques, chaque îlot. Et dans chaque baraque, on mettait, je crois, 60-70 personnes. Et c'était des baraques affreuses. À côté de Brenz, à ce moment-là, pour moi, c'était un paradis comparé. C'était même pas en bois, c'était une genre naturellement, c'était du bois recouvert d'une matière qu'on met, je crois, ici sur les toits, une matière noire contre la pluie. Et c'était très, très sale. Pas les tuiles, non? Non, pas du tout. C'était un genre quelque chose de goudronné, avec du goudron. Et c'était appliqué contre les murs, le toit, et pas de fenêtres, des petites lucarnes peut-être de 30-40 cm, c'est tout. Des petites lucarnes qu'on ne pouvait pas ouvrir. Et la paille à terre, la paille, que de la paille. Pas de lit. Non, pas du tout. Et on nous donnait donc une couverture à chacun. Et moi, naturellement, j'étais avec mon père dans une des baraques. Et je me rappelle, c'était l'îlot D. Et mes parents, elle était dans l'îlot M. Mes parents, ma mère et ma sœur. Donc avec les femmes. Et c'était, quand je dis mauvais, on ne nous faisait pas travailler, on ne nous battait pas, mais on ne nous donnait pas à manger. D'après ce que j'ai parlé avec mes amis, ce Nathan qui était à Auschwitz, quand on a comparé le manger, je crois qu'on nous donnait beaucoup moins au camp de Gurs que dans les camps en Pologne. Mais naturellement, les camps en Pologne, les gens qui étaient, ils travaillaient comme des animaux, on les faisait travailler. Donc, même si le manger était meilleur, le fait de travailler, ils avaient besoin plus de manger pour survivre, je présume. Tandis qu'ici, on nous... Ça consistait à quoi je sais exactement. Le matin, on était, je crois, 50, 60 dans une baraque. Arrivait le pain et le chef
de la baraque. On a quelqu'un, c'était un chef, dans notre baraque, c'était un juif allemand, une quarantaine d'années. Arrivaient les pains, et à chacun, on donnait une tranche de pain qui était environ 100, parce qu'il les pesait, je m'appelle les pesait environ 100-125 grammes. Une tranche de pain, et avec un peu de café, ersatz, même si c'était du vrai café, le vrai café ne remplit pas. C'était un peu d'eau chaude, de brun. À midi, Pas de margarine, non? jamais, j'ai jamais eu de margarine. Je suis resté, je crois, 11, 12, plus 15 mois. Je n'ai jamais eu de la margarine. Je n'ai jamais eu une pomme de terre. Je n'ai jamais eu de la viande. Jamais. Ni un bout de saucisson. Jamais. Pas de sucre. Pas du tout. Il n'y avait rien. C'était seulement donc le bout de pain. Et à midi, on nous donnait une soupe au navet. Une soupe de... Si encore il y avait des navets, je savais que c'était fait au navet. C'est tout. Et le soir, on nous donnait 3-4 sardines salées. Pas des sardines à l'huile, non. Des sardines séchées. Et c'est tout. C'est tout ce que je me rappelle que j'ai. Et je me rappelle une fois, vers la nouvelle année, on nous a donné une pomme de terre bouillie. Je me rappelle toujours en robe de champ. Une pomme de terre, je me souviens. Et je me rappelle très bien cette pomme de terre. Pour moi, c'était quelque chose d'incroyable. Alors, les gens, quand ils ont leur morceau de pain, l'avalaient d'un coup, ce qui était normal. Et moi, j'étais assez fort de caractère pour me la couper en 3 petits morceaux et me manger un bout le matin, un bout à midi et un bout le soir. La soupe, et c'est tout. C'est un camp qui avait, je crois, environ entre 17 et 20 000 personnes, ce camp. Et quand je suis retourné après la guerre, j'ai été plusieurs fois. Le camp n'existe plus, mais le cimetière existe. Et c'est un cimetière qui a des milliers de tombes, des milliers. Donc il y a des milliers qui sont morts, que je dois dire, de faim. De faim, oui. Il y avait 2 îlots, ou 2 ou 3 îlots, donc il y avait 1500, 1600 personnes dans ces îlots, des gens gonflés. À première vue, si on le voyait, on disait, voilà des gens qui se portent bien, mais ils étaient gonflés, l'eau de la famine. C'était un très mauvais camp. Tu pouvais survivre avec ce genre de ration? Les gens vendent, comme on est rentré avec toutes les possessions, on ne nous a rien pris là-dedans. Alors les gens avaient un peu d'argent, un peu d'or. Alors ils commençaient à vendre petit à petit aux gardes. Les gardes n'étaient pas mauvais. C'était des jeunes Français, probablement pro-Vichy à ce moment-là. Et eux, ils étaient à l'extérieur. C'était un camp qui était entouré de fils de fer barbelés. Et la nuit, je crois, on mettait le courant électrique pour que les gens ne puissent pas s'échapper de ce camp, de ce qui était presque impossible. Il y avait des tours de garde? Oui, il y avait, c'est-à-dire derrière chaque îlot, il y avait comment on appelle, une petite maisonnette pour qu'un garde puisse... il y avait 2-3 gardes derrière chaque îlot qui nous gardaient. Au même niveau que des baraques? Au même niveau que les baraques, oui. Mais à l'entrée du camp, je me souviens, il y avait ce que tu viens de me dire, une tour plus élevée où il y avait, je crois... mais cette tour était très loin d'où j'étais. Alors la vie était très, très, très dure. Tu ne jouais plus de violon? C'est-à-dire, si, le violon, je l'avais toujours avec moi. Et c'est ça qui m'a, je crois, beaucoup, beaucoup aidé de nouveau. Je jouais et le chef de camp, je me rappelle son nom, Kaiser, qui était un grand antisémite naturellement. Un jour, il m'a entendu jouer, c'est la même chose. Il m'a entendu jouer et il m'a mis en contact avec un pianiste allemand. Son nom était Ebbeke. Il n'était pas juif, mais il était au camp.
interné parce qu'il était marié à une juive. Et la composition je retourne, la composition du camp était la majorité des juifs allemands que Hitler a fait sortir d'Allemagne. Ils venaient de Mannheim et Pforzheim. C'est deux villes à l'est de Berlin. C'était la partie est, la partie ouest, pardon, de l'Allemagne. Et Hitler avait fait un arrangement avec les autorités de Vichy de faire sortir tous les juifs de ces deux villes et qu'il a mis au camp de Gurs. Et c'était des gens de 50, 60 ans, des gens, pour moi, plus âgés, naturellement. En ce moment, je n'avais que 18 ans. Donc, et on n'entendait parler que l'allemand. Et malheureusement, j'ai appris à parler l'allemand là-bas. Qui n'était pas difficile si tu connaissais le yiddish. Oui, mais là, je me rappelle parfaitement parce que je parlais beaucoup avec ces gens. Et donc, pour en revenir, il m'a mis en rapport avec ce Ebeke, et qui était un pianiste très, très connu en Allemagne. Musique classique. Ah oui, très, très connu. Et il a préféré ne pas être avec sa femme qui était juive, parce que lui, il aurait pu être libre en Allemagne. Donc, et il y avait un piano au camp qu'on transportait régulièrement, parfois d'un îlot à l'autre. Et c'est là qu'on intervenait, on donnait des concerts. Alors j'ai reçu un petit laissez-passer, un tout petit, que je pouvais circuler dans tout le camp, ce qui était un privilège incroyable. Donc après 3-4 mois que j'étais au camp, j'ai eu ce petit permis qui me permettait donc d'aller voir ma mère, ma sœur. Et comme à cause de la musique, après avoir donné des petits concerts avec Ebeke, je donnais des concerts des sonates, je me rappelle même, on s'est débrouillé à avoir des partitions de musique, parce que il fallait des partitions de musique, et donc j'étudiais beaucoup. J'avais une baraque vide où j'allais m'entraîner le matin, et avec lui le piano, et on donnait des concerts une fois par semaine ou 2 fois par semaine dans les îlots des femmes ou l'îlot des hommes, et ce qui me permettait d'avoir un peu plus à manger. C'est-à-dire, je recevais, c'est toujours la même chose quand je recevais des cuisiniers. Et les cuisiniers, eux, étaient très bien portants, comme partout. Eux avaient des pommes de terre et tout. Mais ils me donnaient toujours une bonne soupe avec que je pouvais avec les navets. Alors, je m'appelle souvent, j'amenais une gamelle à ma mère et à ma sœur. Et c'est ça qui nous... Et comment ils prenaient leur vie, ta mère et ta sœur? C'était affreux. Ma mère, qui était une femme, comme beaucoup des femmes juives polonaises, assez forte, bien rondelette. Au bout d'un certain temps, elle était